Je vous prie quand même de bien vouloir encourager la modératrice. Bonsoir à tous. Alors, notre panel sur les zones économiques spéciales ou la clé de la modernisation. Je vais recevoir Monsieur le ministre en charge des zones économiques spéciales et de la diversification économique, en la personne de Monsieur Émile Ouosso, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, à travers le monde, des espaces sont créés pour justement favoriser une meilleure impulsion et favoriser une meilleure installation des entreprises. C'est là l'objet des zones économiques spéciales. Et la République du Congo en fait un pilier dans son programme national de développement et entend donc rendre viable en s'alignant dans cette dynamique. Nous avons 4 zones économiques spéciales que nous comptons opérationnaliser. Pour en parler, nous allons sur ce panel en discuter avec Monsieur le ministre qui va donc nous présenter les politiques structurelles, la vision et comment ce sera opérationnel. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci madame de votre question qui se résume à ce que j'ai vu dans le programme. Qui est la stratégie pour viabiliser les zones économiques spéciales et aider les investisseurs à les rendre plus opérationnels. C'est bien ça? Allez-y. Bien. Alors, je voudrais faire comme le ministre Ngogo, qui a commencé par faire un état des lieux avant de répondre à votre question. Nous sommes dans ce ministère depuis 1 an et à notre arrivée, il fallait mettre en place les organes de gestion, l'administration et toute la gouvernance de ce nouveau ministère créé par la loi de la République depuis plusieurs années. Ainsi, nous avons mis en place le comité permanent d'orientation présidé par le chef de l'État. Nous avons mis en place l'autorité de régulation. Nous avons déclenché le premier conseil d'administration de l'agence de planification qui est le développeur en titre des zones économiques spéciales, c'est-à-dire l'organe appelé à aménager et à développer les zones économiques spéciales. Et enfin, vous avez appris il y a moins de 10 jours que, enfin, 2 directeurs généraux ont été nommés par le chef de l'État pour compléter le dispositif. Alors, pour répondre à votre question de savoir la stratégie, donc la démarche pour arriver à les viabiliser et à attirer des investisseurs, nous avons mis en place, à travers la loi qui a été votée, un mécanisme de garantie aux investisseurs et aux développeurs. Et ces garanties consistent en un paquet fiscal, un paquet douanier, un paquet administratif, valable sur 10 années renouvelables. C'est-à-dire, une entreprise qui s'installe est exonérée, par exemple, d'impôts sur les sociétés pendant 10 ans, de droits de douane pendant 10 ans pour ses équipements, ses matériels, ses intrants, ses matières premières. Et ceci, quand l'État a calculé, ça fait bien sûr une perte au budget de l'État, quantifiée pendant 10 ans. Mais en contrepartie, au bout de 10 ans, nous avons des villes modernes avec des industries modernes, avec tout ce qui contribue à la modernisation du pays. Sachant que les 4 zones économiques spéciales représentent une superficie de 11 652 km² dans le pays. Bon, 11 652 km² bien viabilisés, vivant dans la modernité la plus absolue, avec des emplois, avec des écoles, des dispensaires, des pompiers, donc vivant de manière très autonome. Ces nouvelles villes seront mieux que Brazzaville et Pointe-Noire, parce qu'elles seront bien gérées. La banque sera mise en place et c'est l'outil principal
pour financer les investissements, surtout ceux des Congolais, dans les zones économiques spéciales. Bon, comme l'a répondu le ministre des PPP, celui qui ira à cette banque prendre de l'argent va signer les conditions qui seront convenues avec la banque. C'est des financements longs. Vous prenez de l'argent, vous avez un différé, ou en termes de mois, ou en termes d'années, avant de rembourser le premier sou. Donc ça, c'est le deuxième pilier de notre chemin vers la viabilisation des S. Le troisième pilier, madame, je suis entouré du troisième pilier, il y a madame qui est là, il y a monsieur qui est là, je commence par madame. Quand nous avons trouvé Maluku avec de l'herbe jusqu'au plafond, remercions qu'il n'y ait pas eu des incendies dans les forêts à côté, tout Maluku serait parti. Nous avons commencé par nettoyer Maluku pour enfin présenter aux investisseurs, et madame a été parmi les investisseurs qui ont décidé de ne plus regarder cet investissement pourrir et périr. Elle s'est engagée avec son groupe à le prendre en concession. Et quand on dit en concession, Maluku n'a pas été vendu. Maluku est en concession, c'est-à-dire que le groupe l'a pris, va le réparer, va le développer en complétant par des infrastructures qui n'existent pas encore et l'exploiter dans la durée qui a été définie dans le bail amphithéotique. Donc ça aussi, il faut que on comprenne qu'on ne vend pas le pays. On ne vend pas le pays. Maluku sera toujours là. Il ne va jamais être mis dans les avions pour partir ailleurs. Pour la troisième question, troisième pilier, à ma gauche, avec le ministre du PPP, nous avons trouvé un développeur pour Ouesso, la ZES de Ouesso, et pour la ZES de Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'un développeur? Un développeur, selon notre loi, est la personne morale qui se substitue à l'agence quand celle-ci n'a pas de moyens pour bitumer les routes dans la ZES, amener le courant, amener l'eau, faire l'assainissement, construire les écoles, les casernes de pompiers, bref, tout ce qui fait une ville moderne. Donc, à défaut de cela, la loi a autorisé que nous cherchions et trouvions des développeurs. Donc, pour les cas de zones économiques spéciales, nous avons déjà 2 qui sont pris en charge par un développeur qui est à ma gauche. Et nous avons bien sûr pris le soin d'aller voir ce qu'il fait à travers l'Afrique. Au Gabon, c'est opérationnel. Au Bénin, j'ai encore été il y a 10 jours, à l'occasion d'un séjour privé, je suis passé les voir. Et ce que nous avons vu il y a 8 mois, et ce qu'ils ont fait maintenant, c'est 10 fois plus. Les hangars sont construits, les sous-stations électriques sont construites, les pompiers, la caserne des pompiers est terminée, le guichet unique est en cours d'achèvement. Bon, ils évoluent également au Togo, où là-bas c'est encore plus avancé. Alors, maintenant, quelle est la méthode? J'anticipe les questions. Au Bénin, ils ont 1640 hectares à développer. Ils prennent par petits bouts de 400. Et ça sera sur 7 à 8 ans. Bon, nous avons, dans notre politique volontariste, avons décidé qu'à Pointe-Noire, il y aurait 29,40 km². À Igné, 223 km². Au Olombo, 7603 km². À Ouesso, 3796 km². Total en hectares, 1 165 221 hectares. Donc, ils ont beaucoup de travaux à faire chez nous ici pendant des années, alors qu'au Bénin, ils ont pris 1640 hectares. Ils vont peut-être augmenter après. Et au Bénin, vous avez pris 1400 hectares. Il va me corriger. Et au Gabon, c'est 1200 hectares. Donc voilà donc la réponse globale à la première question de stratégie. Merci.
Je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous comprenons bien que vous avez défini la vision de développement de ces différentes zones et vous avez souligné un fait, c'est qu'on ne vend pas le pays. Qu'en est-il en fait de la durée de ces concessions et quelles sont les activités phares prévues dans les différentes zones, par exemple? Alors, je commencerai par les activités. Toutes les activités humaines, toutes les activités économiques humaines sont prévues dans toutes les zones économiques spéciales selon leur potentialité. Par exemple, Pointe-Noire, nous savons qu'il y a du pétrole. Là-bas, il y a une raffinerie qui est déjà en construction, la plus grande du pays. Il y aura aussi de la pétrochimie. Bon, nous savons qu'à Igné, c'est bien de faire de l'agriculture, l'agroforesterie, ainsi de suite. Comme le fait si bien l'opérateur Michel Diongo qui est ici, dont j'ai visité les plantations et j'ai décidé que ces plantations restent une activité d'ESS. Nous avons dans la zone économique spéciale de Oyo-Olongo tout un programme agricole complet. Et enfin, à Wesso, nous avons les filières bois, cacao, palmier à huile et l'agriculture dans le peu de savane qu'il y a là-bas. Donc, si vous allez sur notre site internet, et je vous y invite, vous verrez pour chaque zone économique spéciale les activités éligibles depuis l'agriculture simple jusqu'au tourisme, aux banques, assurances, ainsi de suite, puisque ce sont des nouvelles villes qui doivent avoir tous les services et toutes les commodités. Merci. Merci à vous. Alors, je vais passer à Monsieur Shailes Barot. Si vous pouvez nous parler de votre expérience avec le Gabon, comment Arise est devenu un modèle dans la viabilisation des zones économiques et spéciales. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, et merci pour inviter un groupe Arise dans le forum PPP. Comme Monsieur le Ministre déjà dit, nous sommes un congloméré groupe dans la zone industrielle, encore diversification de investissement dans Central et West Afrique. Nous sommes démarrés au Gabon, après Togo, Bénin, Tchad, Côte d'Ivoire, Mauritanie. Nous sommes dans le domaine matériel primé, transformation de matériel primé. Encore, et pas seulement sa transformation, encore donner le travail locaux nationaux, arranger l'économie. Aujourd'hui, je donne un exemple pour Gabon. Dans Gabon, nous donnons travail direct ou indirect. 30 000 personnes travaillent dans notre zone économique spéciale. Dans la Covid, chaque mois, nous exportons aujourd'hui 1600 containers dans le mondial. Pour exemple, avant 10 ans avant, Gabon n'est pas capable pour exporter le matériel premier après transformer là autres pays comme l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, tout le monde connaît Gabon pour le matériel de bois. Beaucoup de gens arrivent au Gabon pour acheter le matériel primé, encore transformation de matériel. Togo, la même chose que nous démarrons une année avant. Dans 6 mois, nous finissons notre projet. Là-bas, nous finissons au phase 1, 180 hectares. Là-bas, déjà, nous démarrons l'activité de cotton, cacahuète et soya. Encore, nous amenons une nouvelle diversification pour moto électrique. Ça, c'est notre nouvelle vision dans l'Afrique. Nous créer la société pour moto électrique au Togo et Bénin. Notre groupe allait tous les pays, tous les mondes pour amener investisseurs mondiaux pour transformation de matériel primé dans l'Afrique. Comme Monsieur le Ministre déjà dit, il a déjà visité en délégation de Congo, déjà visité notre capacité au Gabon, Togo et Bénin. Nous sommes capables pour transformation de matériel primé dans le pays.
Ça a donné une grande valeur de votre matériel primé dans le pays, encore une grande diversification pour création d'emplois. Aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, Togo, Benin est déjà donné emploi de 5000 personnes aujourd'hui à local, national. Comme notre capacité au generation d'électricité, low construction de route, nous sommes construits à international morality pour zone économique spéciale dans la West Afrique. Merci. Merci. Alors, Madame Lisa Irani, je ne suis pas trompée cette fois-ci. Alors, avec vous, nous allons aborder la question de l'expérience de Crystal Ventures dans le développement de la zone économique spéciale de Kigali. Crystal Ventures est une compagnie privée qui, depuis plus de 25 ans, est maintenant au centre du développement du Rwanda. Donc, nous sommes actionnaires dans la zone économique de Kigali, la zone économique spéciale de Kigali. Et en étant actionnaires depuis le début, nous avons fait partie, en grande collaboration avec le gouvernement, dans la conception et la mise en œuvre de cette zone. Mais on a dit, en plus de cela, nous avons développé toutes les infrastructures au sein de la zone. Nous avons aussi développé les infrastructures de sécurité autour de la zone et au sein de la zone. Nous avons aussi construit un grand nombre d'usines pour certaines des compagnies qui se sont installées dans la zone. Donc, en ce qui concerne notre approche, c'est que comme nous avons au sein de notre groupe 2 compagnies de construction, l'une dans les infrastructures et l'autre dans le bâtiment, nous avons été non seulement à l'inception en tant qu'actionnaires, mais nous avons aussi participé dans la construction et l'implémentation de la zone. Et c'est un modèle, comme l'a dit le directeur général, le deputy CEO de RDB, qui est un modèle qui marche pour le Rwanda en ce qui concerne réfléchir à un concept qui va nous aider au développement du pays et ensuite de trouver des partenaires privés qui vont nous aider dans la mise en œuvre. Et voilà ce que nous avons fait pour Kigali et que nous espérons pouvoir faire en partenariat avec le gouvernement ici pour Maloko. Alors, merci. Je disais, on dit souvent que il est plus facile de trouver une main-d'œuvre abondante et qualifiée lorsqu'on veut lorsqu'on veut lancer les zones économiques spéciales. Est-ce que cela peut constituer un frein? Comment ça s'est passé à Kigali? Est-ce que vous avez facilement trouvé de la main-d'œuvre ou ça vous a un peu retardé dans le lancement de vos activités? Merci. Je pense que le plus important, c'est l'effort collectif. Donc, on parle maintenant de Kigali, on parle de la zone économique, on parle de l'économie du pays dans l'état où il est actuellement. Mais je pense que ça a été un processus. Il faut se rappeler qu'il y a d'ici 28 ans, Kigali n'était pas ce qu'elle est maintenant. Donc, ça veut dire qu'il est vrai qu'on aura besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Et il y a de fortes chances que certaines des qualifications qui sont requises ne soient pas disponibles dans le pays. Mais c'est justement l'un des challenges que nous aurons, c'est de faire ce transfert de capacité et de savoir à la population locale. Par exemple, à Crystal Ventures, nous avons 4 usines de matériaux de construction et les 2 compagnies qui sont dans la construction et les infrastructures, comme je vous l'ai dit. Au cours des dernières années, nous avons eu une transformation de la main-d'œuvre. Nous avons, par exemple, maintenant aucun directeur général étranger. Pourtant, il y a quelques années, nous avions les cadres supérieurs qui étaient tous qui venaient de la région, mais même d'au-delà.
Mais il y a un transfert, il y a un partage de responsabilités entre le gouvernement dans l'éducation et les programmes qui sont, par exemple, de produire des ingénieurs qualifiés, les cadres, les comptables qualifiés, etc., qui vont prendre la relève au fur et à mesure. Nous sommes fiers, par exemple, dans notre groupe, de compter que dans tout ce qui est l'exécutif, le top management, d'être tous rwandais. Et si on a pu le faire, ben c'est quelque chose que le Congo peut faire. C'est pas sorcier. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, vous avez dit que votre entreprise évolue sur 2 volets. Est-ce que pour vous, en tant qu'investisseur, il est plus simple lorsque vous implantez dans un pays de déjà trouver des infrastructures, ou votre mode d'approche, c'est que même s'il n'y a pas forcément les infrastructures conséquentes, vous pouvez vous déployer et avancer? Quels seraient les fondamentaux pour vous afin de vous lancer? Donc, je pense que il est toujours plus facile quand on trouve des infrastructures, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la volonté politique et la stabilité et le marché que l'on peut trouver. Je pense que ce sont des ingrédients dont on a parlé ce matin, que ce soit le ministre ou le Premier ministre quand ils ont fait leur allocution au début. Il y a un grand marché, il y a une volonté et il y a la paix. Maintenant, du reste, c'est vrai que ça prendra peut-être un peu plus de temps pour pouvoir stabiliser du point de vue commercial les débouchés, etc. Mais ça vaut la peine. Il faut aussi, en business, pouvoir prendre des risques parce que ça vient avec certains gains, si j'ose dire. Donc nous sommes ouverts et comme je vous l'ai dit, Crystal Ventures a cette philosophie où nous n'avons pas peur de prendre des risques et nous sommes prêts à commencer à zéro parce que c'est exactement ce que nous avons fait dans notre pays il y a 28 ans de cela. Bien, merci. Alors, quelle est votre vision pour les 200 millions que vous comptez les 200 millions de dollars que vous comptez investir dans la zone de Maluku pour le Congo? D'abord, dans un premier temps, comme Monsieur le ministre l'a dit, il y a de pouvoir réaménager la zone. Elle est disponible, mais il faut la remettre en état. Il va falloir une grande remise en état. Et puis aussi l'installation des infrastructures en ce qui concerne l'électricité, l'eau, la fibre, les voiries, etc. Donc ça, ce sera la première phase. Ensuite, après, il faudra remettre en état la plupart des machines qui ne sont pas fonctionnelles en ce moment. Mais en parallèle, ce que nous allons faire, c'est d'essayer de trouver localement et internationalement des compagnies qui seront intéressées à opérer. C'est dans la zone. Comme vous le savez, la zone se focalise spécialement sur les matériaux de construction. Mais à part ça, il faudra travailler très étroitement avec le gouvernement pour être sûr que ces investisseurs qui vont venir s'installer dans la zone, que ce soit des investisseurs locaux ou des investisseurs internationaux, puissent avoir des incentives, la possibilité d'opérer au mieux. Et puis, il faudra aussi faire un travail de développement de marché. Parce que généralement, quand les gens viennent s'installer dans un pays, il faut pouvoir les inciter et leur montrer quel est le potentiel. Donc, il y a vraiment un travail qui est en train de se faire autour de là. Il y aura aussi l'expansion. Il faudra aussi construire les logements. Donc, il y a toute une infrastructure qui doit se passer tout autour pour pouvoir attirer les investisseurs. Donc, c'est vraiment dans un premier temps tout ce qui est développement d'infrastructures et d'être sûr que l'environnement est conducive pour l'opération. Alors, vous venez de
répondre à toutes mes questions et notamment assurer le transfert des compétences. Par contre, au-delà de l'expérience que vous avez vantée du Rwanda, qui est un succès, et la projection en République du Congo, on dit souvent, il y a une étude qui a montré qu'il y a certaines zones économiques qui ont également échoué. Parce que justement, la stratégie n'a pas été pensée comme étant une partie intégrante du développement, mais c'est plutôt comme un outil de promotion pour des exportations. Alors, quelle serait pour vous l'approche pour que les zones économiques spéciales au Congo soient viables et pérennes et puissent contribuer de manière durable au développement économique? Je pense que vous avez raison. Il y a vraiment tout un travail qui doit se faire autour, et c'est justement ce travail-là qui se fait tout autour, qui permet aux investisseurs d'être confiants et de pouvoir venir opérer les usines. Maintenant, la zone de Maluku a une particularité, c'est que déjà le secteur d'opération ou bien le genre d'usines qu'il y a déjà là sont des usines qui sont sur les matériaux de construction. Donc, par exemple, pour que la zone puisse être viable, mais surtout pour que les business de ces investisseurs puissent être viables, c'est qu'il y ait aussi une collaboration avec le gouvernement par rapport à la limitation, par exemple, des importations de ce genre de matériaux. Donc, ça veut dire que si à Maluku on produit des briques ou des carreaux ou des sanitaires, il faut que le gouvernement puisse avoir un programme fiscal qui va encourager ces investisseurs de continuer la production, mais aussi la consommation du local. Le Made in Congo devra être promu spécifiquement pour ce genre de matériaux, par exemple. Donc, il y aura beaucoup de travail qui doit être fait parce qu'en effet, si c'est juste des gens qui vont venir opérer les usines et ne pas être supportés par toute la politique locale en termes d'import, on aura donc des problèmes. Et je pense que Crystal Ventures a fait son succès d'abord à la maison, pas en exportant. Donc, je pense qu'avec la zone de Maluku et les investisseurs dans la zone de Maluku, on fera un succès d'abord au Congo avant d'exporter. Ben, je vous remercie. Alors, nous allons renvoyer la parole aux participants pour d'éventuelles questions autour de ces développements. Y aurait-il des questions dans la salle? Merci beaucoup à tous les intervenants. Je suis Monsieur Motoko Edouard. Je voulais intervenir par rapport à l'intervention du ministre à ce qui concerne la zone économique spéciale. Dans son exposé, il a dit que non, dans cette zone d'économie spéciale, il y aura des exonérations sur les impôts, au moins pendant 10 ans. Et en dehors de ça, il y aura aussi des investissements, une banque, d'investissement qui vont venir pour accompagner les acteurs qui vont œuvrer dans ces secteurs. C'est que je voulais savoir, si ces projets d'envergure nationale, quelle est la part que le gouvernement réserve sur les opérateurs économiques locaux, parce qu'il faut parler aussi de main-d'œuvre locale. Ça veut dire les investisseurs locaux. Parce qu'on sait que souvent, au niveau local, nous avons un problème de financement. Parce que, au niveau local, il faut se dire que non, nous avons de faibles moyens par rapport à ce qui arrive. Quelle est la politique que le gouvernement met pour aider aussi les investisseurs nationaux à participer à cette œuvre, du point de vue soutien financier? Et parmi les deuxièmes questions, parmi les activités que vous avez énumérées dans la zone économique spéciale, je ne sais pas si vous avez prévu, peut-être que vous n'avez pas cité, je n'ai pas entendu les activités en rapport avec la santé. La santé, quand je parle de la santé, pour moi ici, je fais allusion aux industries pharmaceutiques. Quand vous avez parlé ici, nous avons vu que non, on importe presque 80% de volailles, mais en matière de médicaments,
nous importons presque 100% à l'étranger. Et nous avons vu pendant le Covid, avec les confinements, quand le monde était coupé, on pouvait manquer du tout. On pouvait manquer du tout. Maintenant, dans cette politique-là, quelle est la part qu'on réserve à l'industrie pharmaceutique pour essayer ne fût-ce que de développer une petite autonomie, même de 1%, même de 2% en matière de santé, surtout en matière pharmaceutique. J'en parle parce que je suis pharmacien aussi. Merci. Je pense qu'on va laisser on va laisser le temps à Monsieur le ministre de réagir pour ne pas accumuler les questions. Merci pour la question. La réponse a été donnée dans mon intervention préliminaire en disant ceci, que l'investisseur congolais, qu'il fabrique des beignets, qu'il fabrique des gels alcooliques, qu'il fabrique tout ce qui est à sa portée, est éligible à habiter la zone économique spéciale pourvu qu'il soit en mesure de payer sa redevance. Il aura les mètres carrés qu'il lui faut pour abriter son industrie. Mais son industrie devrait être construite par lui-même, si ce n'est pas les locaux prévus par les développeurs, c'est-à-dire les gros hangars déjà préfabriqués. Donc le gouvernement encourage les entrepreneurs congolais à se faire déjà enregistrer au niveau de l'agence et leurs dossiers seront déjà en étude pendant que les zones se construisent. Mieux, ceux qui en sont capables dans les zones économiques spéciales où nous n'avons pas de problèmes d'expropriation déjà réglés, je veux parler de la zone économique spéciale de Oyo-Olombo, ils peuvent s'installer et commencer leurs activités. Pour preuve, dans 3-4 jours, je vais aller installer une entreprise qui va produire du chocolat à partir des plantations qu'ils vont faire dans tout le pays pour mettre à jour la filière cacao et café. Maintenant, pour ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, soyez rassurés, et là je ne trahis pas un secret du développeur, dans la zone économique qu'ils ont faite au Gabon, il y a déjà une industrie pharmaceutique qu'ils ont mise en place et qui produit le maximum des produits pharmaceutiques consommés au Gabon. Mieux, dans nos voyages, que ce soit le PPP ou moi-même, nous rencontrons déjà des groupes candidats à venir s'installer pour produire tout ce qui est produits pharmaceutiques dans les zones économiques spéciales. Maintenant, de l'autre côté santé, équipement de santé, dans chaque zone économique spéciale, il est prévu un hôpital, un dispensaire, une crèche pour les bébés, une école primaire, un lycée, un collège. Parce que la vie doit se passer en autonomie dans ces villes où il y aura une zone industrielle, une zone résidentielle, une zone de loisirs, une zone de soins, une zone de sécurité avec les pompiers, la police et tout ce qu'il faut. Donc c'est des petites villes que nous créons pour que, à terme, Brazzaville copie l'exemple et Portugal copie l'exemple. Merci. On met pour pharmaceutical, je vais donner encore une réponse. Nous allons faire comment? Nous allons construire une usine pharmaceutique qui allait fabriquer médecine générique qui très moins cher pour tous les gens au Congo Brazzaville. Encore, il est trop disponible, encore le prix maximum 50% de matériel. Qui va aller acheter aujourd'hui au pharmacie. Peut-être on va acheter le matériel pour diabète ou pour malaria ou typhoïde. Le même medical généraux nous fabriquer sur notre usine. C'est prix, c'est maximum 50% de prix qui aujourd'hui disponible aux pharmacies.
Madame, vous avez la parole. Bonjour, je suis Madame Flavie Longo, experte en politique et management de développement, Potentiel Afrique, coach en orientation et évolution professionnelle. Depuis ce matin, j'entends beaucoup d'interventions, mais je voudrais simplement faire un petit rappel ici. On a parlé de beaucoup de choses. Là, on parle de zone économique spéciale. C'est très bien, toutes ces usines. Mais nous avons un sérieux problème ici, qui est celui du capital humain. Alors, quand vous nous dites que vous installez toutes ces usines, on a l'impression que c'est l'Eldorado. Mais dans vos usines, qui travaillent? Elles sont toutes automatisées, je ne sais pas. J'ai pas eu l'occasion de les visiter. Y a-t-il suffisamment de ressources humaines pour accompagner ces usines qui sont implantées? Première question. Deuxième question, à ce moment-là, s'il n'y a pas de capital humain suffisamment formé, ce serait peut-être le moment pour créer ces ponts en fonction des besoins de chaque entité, d'influencer les curricula au niveau des universités pour que les programmes et les référentiels soient faits en fonction des besoins et des enjeux de notre écosystème. Parce que sans ce levier principal qui est le capital humain, je ne suis pas sûre que tout ce qu'on met en place pourra aboutir. Merci. L'heure qui contre. Bien, merci madame. Je suis heureux de vous savoir experte en développement économique. Ça veut dire qu'on a tous la même vision du développement économique. Le développement dit ceci qu'au commencement est l'entreprise. Parce que dans la société, il y a trois acteurs. Il y a l'État qui ne produit rien. Il y a l'entreprise qui produit tout. Il y a le travailleur qui ne produit rien. Seule l'entreprise crée la richesse et paye sa part à l'État parce que l'État assure sa sécurité, sa défense et tout ce qu'il faut. Ça s'appelle l'impôt, les taxes et tout ce qu'on veut. L'entreprise paie ensuite le travailleur pour ce qu'il a accompli comme travail. Et enfin, l'entreprise paie ses actionnaires, celui qui a mis les moyens. Donc, tout commence par l'entreprise. Dans un premier temps, nous aurons, pour les métiers les plus pointus, les expatriés qui vont arriver. Mais nous avons un ministère chargé de la formation qualifiante qui est à l'œuvre. Nous avons Madame Adouki, chargée de l'enseignement supérieur, avec des filières de formation innovantes. Et au fur et à mesure, il y aura un transfert de compétences. C'est ça la volonté. Et dans ces villes-là, dans les nouvelles villes qu'on va créer, celles où sont les S, mais la population ne sera pas expatriée. S'il n'y a que des expatriés, il y aura peut-être 10 expatriés. Le reste de la ville sera vide. En même temps, on va envoyer les jeunes qualifiés pour apprendre mieux les métiers que font les expatriés, lesquels s'en iront un jour. C'est dans les lois qui sont écrites qui créent les zones économiques spéciales. C'est bien ça la question. C'est bien ça la question, madame. Les deux questions se ramènent. Non, mais on peut continuer à discuter au bureau, hein. Et vous pouvez entrer dans Internet, vous verrez la réponse à cette question dans les lois sur les S. On ne va pas importer de main d'œuvre, c'est ce que vous voulez dire. Merci. Une dernière intervention dans la salle. Madame, il y a une main au fond.
Mesdames et Messieurs, honorables membres du gouvernement, distingués invités, bonjour. Je suis Monsieur Rold Jimmy, ancien étudiant congolais à Dakar, comptable, entrepreneur et sans emploi, il faut quand même le dire. Monsieur le ministre, je vais être précis, vraiment précis et parcimonieux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une descente actuellement à Olombo sur le compte de l'entrepreneuriat. Je vais me lancer sur une production. Mais d'après mon projet, je suis un concepteur de projet, j'aurais besoin de près de 100 hectares de terre arabe, monsieur le ministre. Et quand j'essaie de voir par rapport aux 4 zones économiques spéciales, la zone la plus vaste est celle d'Oyo-Olombo, qui compte près de 760 318 hectares. Moi, j'aurais juste besoin de 100 hectares, monsieur le ministre. Alors je demande, devant vous, je lance un appel. Comment faut-il faire à ces jeunes? Comment l'État va aider ces jeunes qui veulent investir, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat au moment que ce n'est même pas leur secteur de prédilection? Donc, je suis là. J'aurais besoin de ces hectares, monsieur le ministre, parce que mon projet, il est là. Il s'est empruvé le marché. Je suis passé par PEDAC, FIGA. Monsieur, actuellement, c'est compliqué. 100 hectares, on peut pas financer le projet. Donc, devant vous, je lance cet appel pour pouvoir savoir comment faut-il faire. Quelles sont les démarches que je devrais faire pour pouvoir avoir ces hectares pour lancer le projet. Je vous remercie. Alors, je voudrais qu'on se comprenne. Votre question, vous avez 100 hectares. Vous avez 100 ou 400 hectares. Ah, vous avez besoin de 100 hectares. Oui, monsieur le ministre. Pour faire l'agriculture. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les obtenir? Justement. Bon, on a tous loupé un train qui est passé. Ben, je vais demander au ministre de l'Agriculture de vous recevoir. Merci, vous monsieur. faire recevoir par ses services techniques. Oui, monsieur. Pour vous donner la bonne démarche. Ah, merci, monsieur le Et ministre. en plus, à Oyo-Olombo, il y a un directeur départemental de l'agriculture que vous pouvez déjà rencontrer. Ah, merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Ah. Merci. Alors, un dernier mot, sans doute, des intervenants. Est-ce que vous auriez un dernier mot, madame? Merci. Juste de remercier le ministère qui a organisé ce forum, mais aussi de réitérer notre intention d'avoir un grand succès à Maluku et de demander aux investisseurs locaux et aux autres, que ce soit ceux qui voudraient avoir du travail quand les usines seront en opération, que ce soit ceux qui veulent de la place pour pouvoir installer leur production, de se tenir prêts. Une fois que l'infrastructure sera prête et que la zone sera opérationnelle, notre vision est de travailler avec les locaux parce qu'ils connaissent mieux le marché que nous et nous savons que si nous pouvons travailler ensemble, ce sera la seule voie de succès. Merci. Quels seraient pour vous les indicateurs d'une zone économique spéciale réussie, puisque vous parlez de la réussite de ce projet? Quels seraient pour vous les indicateurs d'une zone économique spéciale réussie par rapport à cette projection? Indicateurs ou caractéristiques? Ce serait un peu tôt pour ça. Il faudra attendre qu'on finisse les études. Merci. Alors, Monsieur Gangan Gupta, vous auriez un dernier mot, une orientation? Pour succéder zone économique spéciale, nous avons besoin de quelque chose, 4-5 points. Première chose, matériel premier. Deuxième chose, travailleurs. Quatrième, infrastructure comme electricity, route
l'eau. Cinquième, logistics. Encore safety. Encore competitiveness. Nous mettons toutes les 5-6 points pour Congo-Brazzaville. Tout c'est disponible ici. Comme matériel premier, logistics comme Point Noir. Ici, la route, c'est encore la bonne parce que moi-même, j'ai traversé tous les pays. Ici, encore beaucoup de possibilités pour génération d'électricité avec la solar panneau parce que notre groupe, c'est dans l'expertise dans génération de solar électricité. Encore ici, beaucoup de gens travaillent disponibles pour travailler. Nous pensons au Congo, à succès au zone économique spéciale, au Point Noir et Vaisseau. Ça, c'est une grande opportunité pour notre groupe pour installer immédiatement des Point Noir et Vaisseau. Comme nous déjà allé signer au MOU avec la monsieur ministre PPP et monsieur ministre zone économique spéciale. Nous pensons dans 12 mois, nous sommes capables pour démarrer la première usine pour MDF. Vraiment, désolé, je n'ai pas parlé très bien français, mais j'allais essayer. MDF, c'est Mild Density Fiberboard. Nous sommes capables pour démarrer immédiatement dans maximum 12 mois. À cause de toutes les opportunités au Congo, nous sommes prêts. À cause de toutes les facilités avec le gouvernement, encore, j'ai apprécié au État congolais, avec vous déjà nominé à loi pour zone économique spéciale, encore une bonne structure pour zone économique spéciale. À cause de ça, ici, beaucoup d'opportunités pour investisseurs comme nous, pour grandir et démarrer ou lancer le projet immédiatement. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Je voulais être très bref et nous demander à nous tous de regarder un peu cette belle salle et sortir un seul objet qui est fabriqué au Congo ou produit au Congo. Je crois qu'il n'y en a pas. Tout est importé. Le pari que nous faisons à travers les zones économiques spéciales, c'est que les prochains bâtiments de ce genre qui seront construits au Congo auront au moins 40% à 50% des matériaux fabriqués au Congo. De même, nous avons l'ambition que dans quelques années, quand nous reviendrons ici, quand nous irons faire la collation dehors ou prendre le dîner comme nous le ferons tout à l'heure, ce que nous mangeons soit au moins à 90% produit au Congo. Et tout ça, les zones économiques spéciales sont déjà prêtes à recevoir les entreprises. Comme a dit le développeur, d'ici 12 mois, ils vont déjà commencer les travaux lourds d'aménagement des ES de Pointe-Noire et de Ouesso. Enfin, je voudrais dire à tout le monde que lorsque le ministre des PPP, que je remercie de m'avoir invité, a eu l'idée d'organiser ce forum, il n'a pas cherché d'abord à trouver un terrain, construire une salle, la climatiser, la meubler, et puis enfin tenir le forum. Il a trouvé la salle toute prête, et il est venu, il a payé le prix, et il a tenu son activité. C'est la même chose dans les zones économiques spéciales. Vous viendrez avec votre usine, vous trouvez les voiries déjà faites, bitumées, le courant sur place, l'eau sur place, les villas résidentielles pour les travailleurs sur place, les immeubles d'habitation sur place, les pompiers sur place, l'eau, plutôt la crèche pour vos enfants, les ateliers de couture pour vos épouses, tout est sur place. Vous posez votre usine, vous dites, bon, j'ai besoin de tel espace, et la ZES vous donne l'espace, vous ne faites que payer la redevance, un peu comme nous venons ici à l'hôtel, vous voulez une suite présidentielle, vous payez le prix, vous mettez vos valises, habillez-vous, dormez. C'est la même chose dans les ZES.
Comme vous allez à l'hôtel, vous souhaitez la chambre de votre qualité, vous payez le prix, vous n'avez plus à construire une maison à Brazzaville et une chambre. Tout ça, c'est déjà construit. Les S, c'est la même chose pour l'entrepreneur. Voilà, ainsi dit, Monsieur le ministre des Partenariats publics-privés, Mesdames et Messieurs, chers développeurs, Madame la première championne dans les S, je vous remercie, le modérateur, la modératrice, merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci pour ces éléments. Avant de conclure notre panel, je vous prie, je souhaiterais que les hôtesses nous ramènent un micro. Je souhaiterais faire réagir Monsieur le Ministre de la Coopération à sa place. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de sa table et lui ramener un micro, s'il vous plaît? Monsieur le Ministre de la Coopération internationale et des partenariats publics-privés, le gouvernement, dans sa vision de sortir du tout pétrole, a voulu mettre un accent sur les zones économiques spéciales. Et l'État a choisi une autre approche qui est celle de ne pas financer, mais de susciter de nouveaux mécanismes et des moyens innovants de financement en attirant le secteur privé et les investisseurs justement pour mettre en place et rendre opérationnelles ces zones économiques spéciales. Nous avons débattu longuement et apporté les éléments de réponse sur la vision et comment seront organisées ces zones économiques spéciales. Cependant, l'instauration des partenariats publics-privés constitue l'une des clés de développement de ces zones. Et en tant que ministre responsable de cette tutelle, nous souhaiterons justement avoir un mot de votre part justement pour symboliser l'action que le gouvernement entend mettre sur ce partenariat pour que ces zones soient plus viables. Merci de me donner l'opportunité d'intervenir au moment où vous êtes en train de clôturer votre panel. Mais je pense que si vous vous appuyez sur ce que le ministre en charge des zones économiques spéciales a bien décliné dans sa présentation, vous pouvez déjà constater de manière précise que le développement des zones économiques spéciales est un des piliers importants du plan national de développement. De manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 4 zones économiques spéciales qui existent de par la loi, il faut le rappeler, avec des spécificités différentes, ont vocation à être développées. Et je pense l'avoir dit ce matin dans mon propos, nous avons pleinement conscience que ces 4 zones économiques spéciales ne pourront pas être développées. 1, par le budget d'investissement de l'État. Nous n'en avons pas les moyens. Il faut avoir l'humilité et l'honnêteté de pouvoir le dire de manière ouverte. Nous n'en avons pas les moyens. Et deuxièmement, nous ne pouvons pas bénéficier actuellement de financements particuliers puisque il nous a pas échappé que nous sommes en programme d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire. Ce qui veut dire que si nous voulons développer les 4 zones économiques spéciales que sont Pointe-Noire, Oyo, Lombo, Maluku et Ouesso, il va nous falloir des partenaires privés. Et c'est à ce titre et dans ce cadre-là que s'inscrivent les partenariats publics-privés avec des investisseurs nationaux et internationaux qui auront la capacité financière et technique de pouvoir développer. Le ministre des zones économiques spéciales l'a dit tout à l'heure. Il a à sa gauche monsieur Barrault. Je pense que tout à l'heure vous avez dit monsieur Gagan Gupta, mais je préfère corriger. Il s'agit de monsieur Barrault, qui est donc directeur au sein de la société Arise, qui va développer en réalité 2 zones économiques chez nous. Pointe-Noire, avec un port minéralier, et Ouesso. Ce qui veut dire que les financements en termes de masse financière critique attendus dans ces 2 zones économiques spéciales vont être apportés par des partenaires privés. Et c'est cela en réalité le partenariat public-privé où il y a la rencontre des actifs de l'État, puisque la zone à développer, c'est un actif de l'État que nous ne donnons pas et que nous ne vendons pas, mais que nous mettons à la disposition de partenaires qui, eux, apportent une expertise technique et bien entendu un apport financier pour pouvoir développer ces zones économiques spéciales en réalité en ville moderne, avec des infrastructures, avec des équipements,
avec tout ce qui fait en réalité le développement d'une ville. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que le partenariat public-privé apportera son appui et surtout sa force en termes de développement de projets et en termes de développement de zones économiques spéciales. Voilà ce que je peux vous dire sur l'apport réel du partenariat public-privé dans le développement des zones économiques spéciales. Merci. Je vous remercie. Je vais donc conclure ce panel et remercier nos chers intervenants, Monsieur le ministre et tous les autres. Vous êtes libres de bien vouloir quitter le podium. Merci.